J'ai raté 2 investissements locatifs, donc non pas un, mais bien 2, et pour la même raison. Donc comment est-ce que j'ai pu faire ça? Eh bien je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Donc au sommaire, on va d'abord parler de cette première histoire que j'ai fait en 2021, que je vous ai pas encore raconté. Ensuite, le deuxième projet que j'ai failli faire en 2022, et je vais vous donner un petit peu ma petite conclusion, puisque les deux projets ont échoué pour la même raison. Donc déjà, la première histoire, c'était en 2021. Donc c'était l'été dernier, je devais acheter un appartement sur Le Mans. Donc là, c'était un petit appartement d'à peu près 60 000 euros. Donc j'avais fait, donc on avait fait la recherche de l'appartement, j'avais fait la visite, j'avais signé le compromis, j'avais fait les devis pour les travaux et qu'est-ce qui a bloqué? Eh bien, c'était la partie financement. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail de ce projet-là, puisque là, on va voir justement le deuxième projet de 2022 qui va être plus concret et qui va être plus précis, puisqu'il y aura plus de chiffres, puisque c'est encore tout frais dans ma tête. Mais grosso modo, le financement il a raté pour plusieurs raisons, parce qu'en fait donc j'avais moi en tant que personne, mes revenus sont quoi? Mes revenus c'est tout simplement mes revenus de la micro-entreprise, mes revenus d'alternance et mes revenus locatifs du premier appartement que j'ai acheté sans crédit. Donc ces revenus de micro-entreprise, il n'y a que eux qui peuvent être comptabilisés plus les revenus de la location, parce que mes revenus d'alternance, comme c'est un CDD, ça n'est pas pris en compte par la banque. Donc les revenus de la micro-entreprise c'était les revenus de l'année 2019 et l'année 2020 et pas de l'année 2021, puisque l'année 2021 était encore en cours, puisqu'on était mi-2021, on était en juillet 2021. Donc forcément, l'alternance n'a pas été prise en compte. Les revenus locatifs ont été pris en compte à hauteur de 70%, mais ça je vais revenir justement dans le deuxième projet. Et j'avais un futur prêt étudiant à rembourser, c'est-à-dire j'avais déjà un prêt étudiant, mais qui va commencer à être à rembourser en fin 2022. Et donc il fallait comptabiliser, enfin la banque prenait en compte ses futurs remboursements de prêts de 480 euros par mois. Donc ça fait que j'avais à peu près 1200 euros de revenus estimés pour la banque pour 700 euros de charges. Donc là, on peut voir que totalement mon taux d'endettement était déjà explosé avant même d'avoir fait l'investissement locatif. Donc là, en fait, concrètement, j'ai pas du tout pu investir puisque là, j'étais vraiment en dehors des clous. Donc ça, c'était mon premier fail donc de l'année dernière. Alors quand je vous le raconte comme ça, on pourrait se dire bon, ça a duré quelques jours. Non, c'était un processus sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc évidemment, ça m'est resté un peu en travers de la gorge. Donc j'avais vraiment envie de faire un deuxième projet, enfin de refaire un projet surtout, et qui marche. Et donc cette année, je me suis dit, je vais attendre l'année 2021, attendre que mes revenus de micro-entrepreneur de 2021 soient pris en compte, et je vais pouvoir faire un nouveau projet qui va bien marcher, etc. Que nenni, ça n'a pas marché, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, je vais faire un petit récapitulatif sur ma situation financière. Donc en début d'année 2022, ce que j'avais actuellement en patrimoine net, donc c'était à peu près 130 000 euros de tout compris, et pour un patrimoine brut d'à peu près 156 000. La différence entre les deux, c'est mon prêt étudiant de 27 000 euros qui reste à rembourser. Moi, ce qui m'intéressait de voir, c'était surtout en termes de liquidité. Eh bien, j'avais de la liquidité sur mes livrets et sur mes comptes bancaires. J'avais à peu près un total de 50 000 euros. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut tout utiliser, ça veut juste dire que je peux, par exemple, rembourser mon prêt étudiant si j'ai besoin de le rembourser, ou en tout cas rembourser une partie du prêt étudiant. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Ensuite, ma situation financière d'un point de vue revenu. Comment est-ce que j'ai pu, quel était le bilan de tout ça? Donc sur les dernières années, donc en termes de micro-entreprise, mon chiffre d'affaires a fait quasiment que doubler chaque année. Et donc je me suis dit, on est en 2022, l'année 2021 c'est terminé. Maintenant, ils vont pouvoir prendre en compte mes revenus de 2021, ça va être génial. Ensuite, pour la partie revenus locatifs, là aussi j'étais très content puisque j'avais une année complète de revenus locatifs. Donc là, je savais qu'ils allaient prendre 70% de mon revenu, de mon loyer hors charge. Et enfin, pour l'alternance, mes revenus ont aussi un petit peu augmenté, mais eux, je savais qu'ils n'allaient pas être pris en compte, donc je les ai quand même mis, mais je savais très bien qu'ils n'allaient pas être pris en compte. Ensuite, en termes de charges, ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire que j'ai toujours mon loyer sur Bordeaux en tant que locataire, là où je paye 480 euros, et je vais avoir mon futur prêt étudiant à rembourser d'à peu près 450 euros qui va débuter en fin d'année 2022. Donc ça me fait des charges estimées à 930 euros. Donc la seule solution, c'est soit en fait je dois baisser mes charges, donc là en remboursant en anticipé mon prêt étudiant, c'est-à-dire que je peux le rembourser tout de suite sans avoir à devoir le payer pendant 4-5 ans, ou sinon je dois juste augmenter mes revenus. Et donc moi je me suis dit, avec mes revenus de 2021, ça va augmenter mes revenus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand j'ai fait mon estimation personnelle de combien est-ce que je vais pouvoir emprunter, je me suis dit qu'en fait, il va falloir que je prenne mon chiffre d'affaires sur les 3 dernières années, faire la moyenne. Donc, ça me fait à peu près une moyenne de 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Pour que la banque prenne en compte ce chiffre d'affaires-là, eux, ils appliquent une règle qui est un abattement de 50%. Et donc moi, ça me donnait 1500 euros par mois. Vous allez voir que ça n'est pas réellement le cas, et vous allez voir pourquoi. Ensuite, mes revenus locatifs, eux, ils vont être pondérés. Alors ça dépend des banques. Il y a certaines banques qui vont le pondérer à 70, d'autres à 100%. En tout cas, moi, je suis chez le Crédit Mutuel Sud-Ouest, et donc eux le pondèrent à 70%. Ça veut dire qu'ils vont prendre mon loyer hors charge
que je facture à mon locataire, donc c'est 410 € fois 70%, donc ça me donne 287 €. C'est-à-dire que la banque considère que je gagne 287 € net en faisant cette règle. Et donc si j'avais été malin, eh bien ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis mon loyer à 450 €, je n'aurais pas fait payer de charges, et donc comme ça, au lieu de faire 410 fois 70, ça aurait fait 450 fois 70. Donc ça c'était ma première erreur, et ça ce sera une des erreurs que je mettrai en conclusion. Enfin, l'alternance n'a pas été prise en compte, donc ça c'est normal. Donc finalement, j'arrive à un revenu estimé d'à peu près 1800 € pour des charges estimées à 930 €, mais je me dis que je peux rembourser mon prêt étudiant, donc je peux descendre mes charges à 480 €, uniquement le prix du loyer que je paye sur Bordeaux en tant qu'étudiant. Donc je me dis qu'avec ça, eh bien, en faisant le calcul, j'aurais à peu près un budget estimé entre 70 et 80 000 € sur 25 ans. Donc je me dis, bon, ben, ça me paraît être cohérent pour avoir un petit projet sur cette année et que ce soit possible, que ce soit réalisable. Et vous allez voir que ça ne s'est pas déroulé exactement comme je prévu. J'aurais dû consulter la banque avant, ou en tout cas, savoir un petit peu plus si c'était vrai ou pas. En tout cas, j'ai fait cette simulation de mon côté. Ensuite, je me suis mis à faire mes recherches d'appartement. Donc là, je vais vous expliquer, hein, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Se Loger, Le Bon Coin, bien ici, et en fait, on se retrouve avec donc plein de plateformes, on essaie de mettre des alertes un peu dans tous les sens, et des fois, on se retrouve avec les mêmes annonces sur les mêmes plateformes, des fois, quand on va sur la plateforme, en fait, on ne trouve pas de bien intéressant. Bref, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise un outil que j'utilisais déjà depuis un moment, qui s'appelle Libox, qui est un super outil qui permet à la fois de faire donc agrégateur de plateformes, ça veut dire qu'il va venir se connecter à Se Loger, à Le Bon Coin, bien ici, et à plein d'autres plateformes, il va tout centraliser et donc vous avez un moteur de recherche à l'intérieur de l'e-box et lui il va chercher parmi toutes ces plateformes là. Et ensuite vous avez, et donc c'est pour moi ça vraiment la vraie valeur de l'e-box, c'est un simulateur de fiscalité. Donc je vais d'ailleurs vous le montrer puisque c'est l'outil que j'ai utilisé pour faire mes recherches. Donc on va le voir juste après. En tout cas, si ça vous intéresse, eh bien vous avez 10% sur les abonnements de l'e-box en passant par mon lien si ça vous intéresse. Donc une fois que j'ai commencé à regarder un petit peu, donc j'ai regardé un petit peu les différents secteurs. Moi dans les secteurs que moi je recherchais, c'était surtout donc plutôt sur les villes d'Angoulême parce que c'est proche de chez mes parents, sinon Châtellerault parce que c'est la ville dans laquelle j'ai mon premier investissement et le secteur est pas très cher, et Limoges parce que c'est un secteur qui est porteur et donc qui a une très belle croissance sur les dernières années et qui est aussi pas trop cher encore. Donc j'ai finalement privilégié Limoges parce que c'était une ville qui était plutôt proche de chez moi et donc je pouvais y aller en train assez rapidement depuis Bordeaux. Et donc voilà, je m'étais dit let's go sur Limoges. Donc j'ai commencé à rechercher uniquement sur cette ville et moi c'est ce que je vous conseille de faire quand vous recherchez un appartement. Faites une recherche que sur une ou deux villes grand maximum, mais le mieux c'est vraiment de se spécialiser sur une seule ville. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches d'appartements et j'en ai fait une petite liste de toutes les informations, donc en voyant beaucoup d'annonces, quelles sont les informations qui sont capitales pour nous et quels sont les no-go pour pas aller sur une annonce. Donc je vais vous faire un petit peu mon petit récap. Donc pour moi, les informations qui sont clés pour investir, ça va être de 1, le quartier, où est-ce que va se situer le bien, est-ce que c'est un quartier qui craint, quelle est la tendance du quartier, est-ce que c'est un quartier qui a tendance à être de mieux en mieux ou de moins en moins bien, est-ce que par exemple il y a des projets d'infrastructure, de piscine municipale, je sais pas, d'école à côté, bref, est-ce qu'il y a des projets qui vont se monter, quelles vont être les charges de copropriété de l'appartement, et qu'est-ce qu'elles comprennent, est-ce qu'elles comprennent qu'il y a un gardien qui est à l'intérieur, enfin qui est payé pour entretenir les locaux, est-ce que par exemple le chauffage collectif est compris dedans, est-ce que l'eau chaude est comprise dedans, enfin voilà, tout ça, qu'est-ce que comprennent, ce que comprennent ces différentes charges, et dans quel état est la copropriété, puisque du coup ça va vous donner un indicateur sur est-ce qu'il y aura des futurs travaux dans la copropriété. Je vous donne un exemple très concret. Imaginons que vous avez une façade qui est vraiment dégueulasse et qui est vraiment sale. Évidemment, dans les prochaines années, normalement, la copropriété devra faire un ravalement de façade, c'est-à-dire remettre au propre cette façade. Et ça, en général, ça coûte plusieurs centaines, voire quelques milliers d'euros pour les copropriétaires. Donc ça peut alourdir la facture. Donc il faut bien vérifier dans les derniers PV, les derniers procès-verbaux de la copropriété. Donc vous demandez en général les procès-verbaux des 2-3 dernières années et vous regardez s'ils ont déjà fait ces travaux-là ou s'ils en parlent pour en faire un dans les prochaines années. Une fois que c'est dit, on a aussi la taxe foncière. Quel est le montant de la taxe foncière que vous allez payer? Est-ce qu'il y a des travaux ou non à prévoir dans l'appartement? Donc ça va être des petits travaux qui vont être nécessaires ou d'autres travaux que vous aurez envie de vous dire, voilà, actuellement le bien il est dans un bon état, maintenant j'ai envie de le rendre dans un meilleur état pour pouvoir le louer plus cher. Donc quelle va être la fourchette de prix de mes travaux? Et là dans ce cas-là, peut-être que ça peut être intéressant de venir avec un artisan qui fasse un devis et donc avoir une fourchette de prix. Ensuite, est-ce que l'appartement, il a une cave, un parking ou un local? Donc, quelles sont ces plus-values, entre guillemets? Quelles sont ces petites choses en plus qui font que c'est cool pour le locataire à venir dans votre appartement?
Quelle va être la raison de la vente de votre appartement? Est-ce que c'est parce qu'il y a un décès, donc ce sont les deux enfants qui ont envie de se séparer rapidement du bien pour avoir de l'argent? Est-ce que c'est une séparation, c'est-à-dire un mariage, plutôt un divorce plutôt? Est-ce que c'est justement quelqu'un qui a beaucoup de biens, qui veut s'en débarrasser? Est-ce que quelqu'un qui est pas pressé? Parce que quelqu'un qui est pas pressé, ça va être difficile de négocier, alors qu'une vente qui va être plutôt pressée, comme justement un divorce ou un leg, en général on veut rapidement l'argent, donc on veut le vendre un peu à tout prix, et donc on peut être plus facilement à même de négocier cet appartement. Et enfin, une dernière information que moi je trouve assez clé quand on fait des recherches d'appartement, ça va être d'avoir un plan de l'appartement de vue de dessus. Comme ça, on va pouvoir réfléchir un petit peu à l'aménagement, à qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et puis surtout si vous avez envie de faire des estimations de devis, etc., ça peut être très utile. Voilà, une fois que vous avez ces différentes informations, vous allez pouvoir les utiliser pour vous dire est-ce que finalement j'y vais ou j'y vais pas. Et donc, quels sont les no-go, c'est-à-dire les trucs où absolument vous n'y allez pas. En tout cas, moi personnellement, j'y vais pas. Moi, c'est des charges qui sont trop élevées, des charges de copropriété qui vont être au-delà de 1 200, 1 300 € par an. Pour un petit appartement de 20, 30, 50, 40 mètres carrés, on va dire, c'est vraiment très cher, c'est vraiment assez cher, et donc vaut mieux privilégier des charges de copropriété entre 400, 500, 600, 700 € par an, c'est déjà pas mal. Donc voilà, moi je pense que des charges trop élevées, c'est assez compliqué. Évidemment, les quartiers qui sont des mauvais quartiers, donc qui sont mal fréquentés et qui ont une tendance négative, donc qui ont tendance à aller de moins en moins bien. Si vous êtes dans un quartier aussi proche d'une gare, en général, c'est pas des quartiers excellents pour l'investissement locatif. Enfin, en tout cas, plutôt pour de la revente plus tard. Pour l'investissement, ça peut aller puisque vous, c'est des locataires que vous allez avoir, mais c'est quand même pas génial. Enfin, est-ce que votre appartement, il est déjà occupé? Parce que s'il est déjà occupé, il peut très bien y avoir un mauvais locataire, et donc c'est difficile de le faire partir pour faire des travaux, ou juste, c'est peut-être difficile d'avoir si vous avez un mauvais locataire, vous aurez un mauvais locataire, et donc ça, vous ne pourrez pas le faire partir. Et enfin, quelle va être l'exposition de l'appartement? Est-ce qu'il est au 8e étage sans ascenseur? Voilà, ça peut être des petits points négatifs voilà, c'est pas forcément un no-go, mais ça peut être des points de vigilance à avoir. Maintenant, une fois que je vous ai dit tout ça, j'ai passé plusieurs semaines, donc on va dire 3-4 semaines, à rechercher sur toutes les annonces, à regarder un petit peu partout, et faire quelques appels aussi, puisqu'en fait, une fois que vous commencez à rechercher votre appartement, à un moment, il faut commencer à passer des appels et à poser des questions et à prévoir des journées de visite. Donc moi, je me suis dit, voilà, maintenant, dans 2 semaines, c'est sûr, il faut que j'aille sur Limoges. Donc j'ai commencé à regarder les appartements, même des appartements qui me semblaient moyens, parce qu'au début, on se dit, moi, je veux la perle rare, le truc hyper rentable, etc. Écoutez, moi, j'ai trouvé des appartements qui étaient plutôt pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai appelés et je leur ai dit, voilà, je vais venir sur Limoges tel jour. Donc j'organise ma journée de visite. Et donc ce jour-là, j'ai organisé 3-4 visites de plusieurs appartements, et dans le lot, il y avait cet appartement-là. Alors je vais pas vous rentrer dans les détails sur les journées de visite. Le plus intéressant, c'est évidemment de tout condenser dans une seule journée, et donc de faire toutes vos visites en même temps, et de commencer à contacter des agents immobiliers pour leur dire quel est votre projet, pourquoi est-ce que vous voulez investir, et dans quel secteur, et quel montant, etc. Et comme ça, eux, dès qu'ils ont une nouvelle offre à proposer, ils peuvent directement vous appeler plutôt que de les mettre sur les plateformes Le Bon Coin, Se Loger, etc. Eux, ça leur fait gagner du temps, et vous, ça vous fait gagner aussi du temps. Bref, donc moi j'ai trouvé un appartement que je trouvais très très bien, donc qui était affiché à 49 000, que j'ai réussi à négocier à 48 000. C'est un 25 mètres carrés dans la périphérie de Limoges, donc c'est sur la partie, vraiment qui donne sur le boulevard autour de Limoges, donc avec un prix qui est plus ou moins au-dessus du prix moyen au mètre carré. Donc ça, c'est un petit peu le désavantage. Il n'a pas de place de parking. Par contre, il est déjà loué avec un locataire en place en LMNP, en loueur meublé non professionnel. Donc moi, c'est le type d'exploitation que moi je recherche. C'est-à-dire qu'il soit loué en meublé. Ça me permet fiscalement d'avoir c'est plus intéressant que de le louer en nu, en tout cas pour mon cas. Donc il était loué à 310 € hors charge. Il fallait prévoir une future isolation, il faut prévoir une future isolation par l'extérieur, par la copropriété. Donc la copropriété est en train de faire des devis pour isoler par l'extérieur l'appartement, puisque là il était en classe E, je crois, en classe DPE-E, ça veut dire que la consommation n'est pas terrible. Et donc ça veut dire que ça va coûter pour chaque copropriétaire quelques milliers d'euros, donc ça peut être 2, 3, 4 000 € en plus dans les cotisations, dans les charges de copropriété à payer d'ici les prochaines années, donc ça fallait le prendre en compte aussi. Et enfin, au sein de l'appartement, qui était dans un bon état, clairement il pouvait être facilement louable en l'état, puisqu'il est déjà loué en l'état, mais moi j'avais envie donc d'attendre que la locataire parte, puisqu'elle partait dans 1 an, et de pouvoir faire des travaux pour pouvoir le mettre vraiment à un truc hyper clean, faire une super cuisine, faire une super salle de bain, un truc vraiment très propre, et donc ça j'avais estimé à peu près à 15 000 €. Et donc, je vais rentrer tout de suite dans les détails, puisque je sais que vous avez envie de chiffres, de voir des chiffres. Donc, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble donc sur l'e-box.
Donc là, je suis sur l'e-box. Comme je vous l'ai dit, c'est un moteur de recherche. Vous avez un simulateur de fiscalité, etc. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Si ça vous intéresse, j'ai même fait une vidéo qui explique comment fonctionne l'e-box que je vous mettrai en description. Moi, je vais directement aller sur l'annonce qui était ici. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est un appartement donc, qui était à 48 000. Pour 25 mètres carrés, ça me fait le prix au mètre carré à peu près à 1 900 € du mètre carré, donc ce qui est un petit peu cher, alors que le prix moyen, il serait plutôt aux alentours, alors là, actuellement, c'est pas vraiment actualisé, mais on serait plutôt aux alentours de 1 600 1 700 € au prix au mètre carré. Donc là, il est un petit peu élevé. Donc moi, j'ai tout rentré, c'est-à-dire que j'ai rentré vraiment le prix au mètre carré, enfin le loyer qui est déjà loué, et on va aller dans la partie rendement directement. Et là, j'ai rentré donc un peu tous les chiffres. Donc, c'est un appartement qui est vendu donc à 48 000, les frais notaires à peu près 5 000. On va avoir donc le prix qui va être loué à 310 hors charge. Ensuite, on va avoir, donc moi je dis que je ne veux pas d'agence de location, enfin d'agence de gestion de location pour pouvoir le gérer, moi je le gérerai moi-même. Actuellement, je dis qu'il va être tout le temps loué toute l'année, donc pas de vacances locatives, pas de garantie de loyer impayé, juste payer l'assurance propriétaire non occupant à 130 € par an, les charges de copropriété de 181 €, les charges locataires, là pour le moment j'ai dit que j'en avais pas, même s'il y en aura un petit peu, puisque du coup je vais répartir ces charges de copropriété sur le locataire. La taxe foncière à 489 € et le financement, je dis que j'allais mettre 5 000 € d'apport avec un financement sur 25 ans avec 1,2 de crédit. Voilà, et donc ça me donne finalement la moyenne sur les 20 prochaines années, je crois, un cash flow net de 16 € par mois. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'aller voir dans la partie imposition, d'aller voir vraiment le détail année après année. Donc là, si on part du principe que dans 10 ans, je revends mon appartement, mettons 50 000 €, donc avec le prix qui a peut-être un peu augmenté, on va dire que je vais le revendre, mettons à 55 000 €. Voilà, on va dire qu'on l'exploite en LMNP au réel, avec donc mon revenu net imposable à 30 000 €. Donc c'est simplement une estimation de la fiscalité, mais ça vous donne déjà une très bonne ordre d'idée. On va descendre un petit peu plus bas. Donc voilà, sur la partie évolution des loyers, on l'a fait évoluer un petit peu, on met pas de différé, et ce sera très bien. Donc après, on va avoir l'évolution du cash flow, donc là, année après année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le bilan comptable ici, et donc on peut avoir année après année, et bien qu'est-ce qui se passe année après année? Donc la première année, on va avoir 197 € de cash flow, net dans votre poche, puis 226, puis 256, puis 280. Donc là, c'est par an, c'est-à-dire qu'il faut le diviser par 12 pour l'avoir par mois, mais ça reste déjà des valeurs positives, donc moi c'est ce qui m'intéresse. Et surtout, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est que vous remboursez du capital, le locataire va payer votre mensualité de remboursement de prêt, donc en fait tous les mois vous vous enrichissez du montant du loyer. Donc si on descend un peu plus bas dans la partie évolution du capital net, ici dans la partie enrichissement total, c'est la courbe verte qui est intéressante, c'est qu'au bout de 10 ans, ici, vous serez enrichi de 20 000 € quasiment en ayant investi dans ce projet-là. Donc ça, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est vraiment de voir cette courbe verte, alors que la plupart du temps, les gens vont se focaliser sur la partie trésorerie cumulée, c'est-à-dire combien est-ce que vous aurez encaissé en net dans votre poche. Et bien ça c'est intéressant, mais il faut aussi évaluer le fait que vous remboursez du crédit tous les mois. Et donc là, ce remboursement de crédit, il est évalué ici avec cette petite courbe verte qui fait la somme de votre remboursement de crédit, de votre capital remboursé justement, et de la trésorerie cumulée. Et enfin, ce que vous pourrez voir, c'est que voilà, si vous estimez une revente au bout de 10 ans, et bien là, hop, vous allez voir que vous allez avoir tout de suite forcément votre plus-value qui va rentrer directement dans votre trésorerie. Et si on veut comparer les différents régimes fiscaux, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'e-box, mais si on regarde dans la partie enrichissement, eh bien c'est en général le LMNP au réel qui devient le plus intéressant, puisque au bout de 10 ans, si on revend notre appartement à 55 000, on se sera enrichi en net de 26 770 €, alors que si on l'avait exploité en foncier ici au réel serait de 17 000. Donc là, si on loue en nu, on aurait gagné que 17 000, alors que là, en le louant en meublé, on gagne 26 000. Voilà, ça c'était un petit exemple très concret de ce qu'on peut faire avec l'appartement que moi j'avais vu en question sur Limoges. Donc je m'étais dit, let's go, ça m'intéresse. Ok, c'était pas un projet hyper rentable, mais comme je vois que ça rembourse du capital et que moi j'ai pas trop à y mettre de ma poche, ça m'intéressait. Donc je trouve cet appartement, je me suis dit, c'est nickel. Donc, ce que je fais, c'est que je vais voir la banque et donc j'allais signer le compromis, je vais voir la banque en leur disant, voilà, j'ai un nouveau projet, est-ce que vous me suivez ou pas? Et donc, moi, mon estimation que j'avais faite, c'était que je considérais que je gagnais à peu près 1 700 €, que j'avais 930 € de charges, mais que en enlevant le crédit étudiant, enfin en remboursant le crédit étudiant, je pourrais baisser mes charges. Or, la banque, qu'est-ce qu'elle a fait comme estimation? Elle m'a dit, vous gagnez 1 300 € par mois. Déjà, moi, je n'ai pas compris. Je dis, comment ça, vous gagnez 1 300 € par mois?
En fait, ils ont pris en compte mes revenus de 2019 et de 2020 en tant que micro-entrepreneur. Après abattement, ça veut dire que, en fait, ils ont pris ma déclaration d'imposition de 2019, ils ont regardé combien est-ce que j'ai déclaré, et donc ils ont regardé ce que j'ai déclaré après abattement. Ça veut dire que, imaginons, vous déclarez dans la partie vente de marchandises votre chiffre d'affaires, vous avez un abattement de 70%, donc là ils vont prendre que 30% de votre chiffre d'affaires. Or moi, j'ai déclaré une grosse partie dans la partie vente de chiffre d'affaires, enfin vente de marchandises, et aussi une autre partie à 50%. Donc au final, j'avais un abattement de plus de 50%, grosso modo, sur mon chiffre d'affaires. C'est également ce qui s'est passé en 2020. En 2020, j'avais un peu plus que 50% d'abattement sur mon chiffre d'affaires. Donc c'est ce qui fait que mon abattement était vraiment bas par rapport à mon vrai chiffre d'affaires. Et donc même si on leur dit j'ai vraiment gagné plus que ça et j'ai pas de charge, la banque va considérer que ce qu'il y a après l'abattement. Donc c'est vraiment très très embêtant. Et en plus de ça, ils n'ont pas pris en compte mes revenus de 2021. Pourquoi alors qu'on était en 2022? Tout simplement parce que j'avais pas fait ma déclaration d'imposition, parce que ma déclaration d'imposition, elle est en ce moment où je tourne cette vidéo, et j'ai besoin d'avoir le calcul de après abattement. Et donc ça, je l'aurai qu'en juillet 2022, donc ce sera dans 3-4 mois, et donc ce sera évidemment passé, j'aurai plus l'appartement qui sera probablement déjà vendu. Donc ça veut dire que eux, ils considéraient que je gagnais 1300 €. Ils ont vu mes charges de 930 €, mais si je rembourse mon crédit étudiant, je passe à 480, plus les futures charges que je vais payer en prenant un crédit pour cet appartement. Donc évidemment, j'explose mon taux d'endettement, qui était à 71% de base sans faire le projet, et à 37% si je rembourse mon crédit étudiant. Donc évidemment, je suis déjà en dehors des clous, puisque vous le savez, le taux d'endettement maximal, il est de 35%. Et donc ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, voilà pourquoi, parce que mes revenus étaient pris après abattement sur 2019 et 2020 et qu'ils n'ont pas pris en compte l'année 2021. Donc ça, c'était la dure réalité, et le seul cas où je pouvais faire un prêt auprès de ma banque, c'était quoi? C'était que je pouvais faire un prêt de 37 000 €, ça c'est la somme maximale, en faisant donc un apport de 16 000 € sur l'appartement, que je finance les travaux que moi j'avais estimés, c'est-à-dire que si moi je voulais faire des travaux en plus pour cet appartement-là, d'environ 15 000 € pour refaire la salle de bain, refaire le plan de cuisine, etc., et bien tout ça, il a fallu que je le finance aussi de moi-même, et en plus de rembourser mon prêt étudiant. Donc tout ça cumulé, ça fait que j'aurais dû mettre de ma poche quasiment 55 000 €, à peu près 50-55 000 € de ma poche, pour faire un prêt à 37 000. Donc finalement, 55 000, j'aurais presque pu financer l'appartement tout seul. Donc évidemment, c'est un gros no-go, donc j'ai pas pu faire cet appartement, puisque en fait le prêt étudiant, donc en soi c'était pas ça qui me bloquait, c'est vraiment l'estimation de mes revenus qui sont vraiment hyper bloquants pour moi pour cette année. Donc pour conclure cette vidéo, il y a vraiment 3 choses sur lesquelles je vais réviser ma copie, entre guillemets. Le premier, c'est une petite astuce. Actuellement, j'ai un locataire pour mon appartement sur Châtellerault que je fais payer, donc 410 € hors charge, plus 40 € de charge. Donc là, c'est un problème puisque la banque va prendre en compte 70% du montant hors charge. Donc ma solution, ça va être, une fois que ce locataire va partir et que je changerai de locataire, eh bien au lieu de mettre 410 € hors charge plus 40 € de charge, je vais mettre carrément 450 € hors charge, et je ne vais pas mettre de charge. Ça veut dire que comme ça, la banque, elle va considérer 70% de 450 €, et donc ça va augmenter mes revenus, alors que pourtant, mes revenus n'ont pas augmenté. Mais c'est juste un petit calcul, c'est juste une petite astuce pour la banque. Ensuite, deuxième point, je vais donc attendre d'avoir un CDI en fin d'année 2022, et la prise en compte de mes revenus 2021. Donc là, évidemment, ça va faire un gros changement, puisque vous avez bien vu que si on passe déjà de l'année 2019, 2020, 2021, et qu'on prend en compte mon chiffre d'affaires de 2021, qui est en fait plus que toutes mes années, additionné d'avant, et ben ça fait que là ça va exploser mon revenu, enfin ça va vachement augmenter mon revenu considéré, plus le CDI, là je pourrais faire vraiment un gros projet. Et donc le troisième point que je vais changer, c'est que là, au lieu de faire un petit projet à 50-60 000 €, où je vais avoir un petit cash flow de 15, 20, 30 € qui sera pas énorme, là je vais plus passer sur un projet un peu plus ambitieux, comme un petit immeuble. Ce sera pas un gros immeuble, ce sera un petit immeuble de peut-être 2 appartements et peut-être un local commercial, un truc comme ça, peut-être admettons voilà à 70-80 000 €, plus 30-40 000 € de travaux, mais au moins comme ça je pourrais mieux l'exploiter, et surtout j'aurai une plus grosse marge finalement à la fin, plutôt que de faire un petit projet de 40, 50, 60 000 €, où là je serais assez ric-rac, alors que voilà, l'avantage c'est qu'avec mon CDI plus les revenus de 2021 qui vont être considérés, j'aurai une plus grosse enveloppe pour faire ce projet là. Voilà, j'espère que cette
grosse vidéo un peu explicative sur mes 2 projets qui ont échoué cette année 2021 et 2022 vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et évidemment, c'est mon cas très concret d'un mec qui est auto-entrepreneur. Donc si vous aussi ça vous est déjà arrivé et que vous avez des solutions ou des suggestions ou que vous avez envie de simplement témoigner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Axel, ciao.